Le 17 juillet 1918, le tsar Nicolas II et sa famille ont été exécutés par des révolutionnaires communistes. 2 ans plus tôt, Nicolas était le souverain absolu de l'Empire russe et l'un des hommes les plus puissants du monde. Nicolas avait perdu son trône et sa vie lors des événements que nous appelons aujourd'hui la Révolution russe. Le régime tsariste, qui dirigeait la Russie depuis des siècles, fut renversé, plongeant l'Empire dans l'anarchie et la guerre civile. La Russie fut l'une des dernières monarchies absolues d'Europe, le tsar y concentrant presque tous les pouvoirs. Cela soulève alors la question: dans quelle mesure Nicolas lui-même était-il responsable de la chute de son régime? La révolution a-t-elle eu lieu à cause des décisions qu'il a prises, ou était-il simplement dans une situation impossible que personne n'aurait pu gérer? Qu'aurait-il pu faire différemment qui aurait pu l'aider à conserver son trône? Dans cette vidéo, je vais évoquer toutes les mauvaises décisions de Nicolas et comment il s'est saboté lui-même. Avant cela, faisons un rapide aperçu de l'histoire de la Révolution russe. À la fin du XIXe siècle, la Russie comptait parmi les nations les plus puissantes, avec une vaste population et un immense territoire. Cependant, le pays avait aussi de gros problèmes. Premièrement, elle était beaucoup moins développée que les autres nations de l'époque. Des pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne profitaient de des nouvelles technologies pour accélérer leur industrialisation et accroître leur richesse. En Russie, l'adoption des nouvelles technologies fut lente et la plupart de la population restait paysanne, utilisant des méthodes agricoles dépassées. Le terrorisme posait aussi problème, avec des tentatives d'assassinat fréquentes. Un tsar a été tué lors d'un attentat à la bombe en 1881. Nicolas II hérita du trône en 1894 après la mort soudaine de son père. Nicolas savait l'ampleur de ce qui l'attendait. À la mort de son père, il a demandé à son beau-frère « Que vais-je faire? Que va-t-il m'arriver est arrivé à la Russie. Je ne suis pas prêt à être tsar, je n'ai jamais voulu le devenir. » Finalement, Nicolas n'avait pas le choix. Il était à présent tsar de la Russie. Les débuts du règne de Nicolas furent relativement calmes. Il épousa Alexandra Féodorovna, princesse allemande qu'il aimait depuis des années. Alexandra allait se jouer un rôle crucial dans la politique et la prise de décision. À l'époque où Nicolas prit le pouvoir, la plupart des pays européens se dirigeaient vers la démocratie et limitaient le pouvoir de leur monarque. Cependant, dès le début de son règne, Nicolas était extrêmement hostile à toute forme de gouvernement démocratique et déterminé à ce que la Russie reste une monarchie absolue. Il déclara « Je consacrerai toutes mes forces à maintenir, pour le bien de toute la nation, le principe de l'autocratie absolue. » Beaucoup en Russie détestèrent le régime tsariste et voulaient une libéralisation et plus de démocratie. Les gens étaient en colère face au niveau d'inégalité stupéfiant. La majorité de la population avait à peine de quoi manger, tandis que les plus riches de la société menaient des vies d'extravagance et de luxe incroyables. Ce ressentiment a fini par éclater en manifestation de masse en 1905. Tout a débuté par une grève des sidérurgistes dans la capitale, puis plus de 100 000 hommes de 400 usines ont cessé le travail. En quelques semaines, il n'y avait plus d'électricité et tous les lieux publics étaient fermés. La capitale était paralysée. Finalement, des dizaines de milliers de manifestants ont marché vers le palais d'hiver pour remettre au tsar une pétition demandant de meilleures conditions de travail et plus de droits politiques. La situation a dégénéré, des soldats tout paniqués ont tiré sur les manifestants, faisant des centaines de morts. Ce massacre, qui allait être connu sous le nom de Dimanche rouge, allait déclencher une révolution. Dans tout l'Empire russe, les ouvriers ont entamé des grèves. Dans les mois suivants, environ la moitié des ouvriers de Russie européenne et plus de 90% en Pologne occupée par la Russie ont fait grève. L'un des plus grands effets du Dimanche sanglant a été sur la presse, qui a alors commencé à ignorer les règles de censure. Les publications critiquaient le régime et demandaient une constitution protégeant les droits politiques. C'était contraire à tout ce que défendait Nicolas. L'an dernier, il affirmait « Je n'accepterai jamais un gouvernement représentatif, car je le juge nuisible au peuple que Dieu m'a confié. » Malheureusement pour Nicolas, les événements lui échappaient de plus en plus. Les grèves paralysaient le pays et la violence politique était omniprésente. En février, l'oncle de Nicolas a été assassiné. La situation était d'autant plus difficile que la Russie perdait une guerre contre le Japon en même temps.
La Russie était en guerre avec le Japon depuis février 1904 après une attaque surprise japonaise à Port Arthur, en Chine actuelle. L'armée russe s'est très mal comportée pendant la guerre et a finalement été contrainte de signer une paix humiliante en septembre 1905. Cette mauvaise performance durant la guerre a suscité du mécontentement dans l'armée, la rendant moins encline à réprimer les troubles politiques. En octobre, les grèves sont devenues si graves que le pays fonctionnait à peine. Le tsar a dû accepter certaines revendications du peuple. Il a dû publier le manifeste d'octobre, une constitution. Il garantissait des droits civils, permettait les partis politiques et élargissait le droit de vote. Et surtout, il a introduit un parlement appelé la Douma. Nicolas a amèrement résisté à l'obligation d'accepter ce document, affirmant qu'il avait honte de trahir sa dynastie. Le peuple était extatique. Des manifestations de masse ont eu lieu pour soutenir la Constitution et toutes les grèves cessèrent aussitôt. En mai de l'année suivante, la Constitution fut ratifiée et le premier Parlement ouvrit. Les nouveaux représentants proposèrent des lois bien plus radicales que ce que le régime tsariste acceptait. Un exemple en est une réforme de la législation agricole qui fut fortement contestée par les propriétaires terriens. Nicolas, toujours hostile au Parlement, le dissout après seulement 73 jours en s'exclamant « Maudite Douma ». De nouvelles élections parlementaires eurent lieu, élisant encore plus de radicaux. Il devenait évident que le nouveau Parlement allait rester une épine dans le pied de Nicolas. Finalement, il le dissout à nouveau et fit arrêter certains des membres les plus radicaux. Une nouvelle élection eut lieu, mais Nicolas modifia les règles pour réduire les radicaux et favoriser les conservateurs. Ce troisième Parlement dura en fait les 5 années complètes. L'événement majeur suivant sous Nicolas fut le début de la Première Guerre mondiale en 1914. La Russie allait se comporter extrêmement mal pendant la guerre et, en 2 ans, elle avait perdu une quantité énorme de territoire et un nombre considérable d'hommes. En Russie, l'économie a été gravement touchée, provoquant inflation et forte hausse de la pauvreté. Cela a mené à un nouveau soulèvement en mars 1917. Comme lors de la révolution précédente, tout a débuté par des grèves qui ont vite dégénéré. Nicolas a d'abord ignoré la situation. Le chef du Parlement, Rodzianko, lui a télégraphié. La situation est grave. La capitale est en état d'anarchie. Le gouvernement est paralysé. Les transports, l'approvisionnement alimentaire et en carburant sont totalement perturbés. Le mécontentement grandit, aucun retard n'est permis. Toute procrastination, c'est la mort. On pourrait s'attendre à ce que Nicolas se rende aussitôt à Saint-Pétersbourg pour calmer la situation. Il a préféré dissoudre la Douma et traiter Rodzianko de gros. Il a dit, encore une fois, ce gros Rodzianko m'a envoyé des absurdités auxquelles je ne prendrai même pas la peine de répondre. Les manifestations ont rapidement grandi, rassemblant des centaines de milliers de personnes dans les rues. Des manifestants brandissaient des pancartes proclamant « À bas le tsar ». Les troupes présentes dans la ville ont reçu l'ordre de réprimer les troubles, mais elles ont refusé et ont rejoint les manifestants. Le gouvernement avait perdu le contrôle de la capitale. Les conseillers du tsar ont compris que seule l'abdication de Nicolas pouvait rétablir l'ordre. Ensemble, ils l'ont poussé à abdiquer, et il l'a fait le 15 mars 1917. Le trône devait revenir au frère de Nicolas, le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch. Mikhaïl n'a pas été consulté et a refusé le trône. Par cet ultime acte d'incompétence, Nicolas avait mis fin à sa dynastie et fait de la Russie une république. Nicolas a survécu 1 an, principalement prisonnier de la Révolution. Le 17 juillet 1918, lui et sa famille ont été exécutés par des révolutionnaires communistes. Le régime tsariste s'est totalement effondré. Voilà ce qui s'est passé, l'exécution de Nicolas et la chute du régime tsariste. Cela soulève alors la question de savoir dans quelle mesure Nicolas était à blâmer. A-t-il pris des décisions ayant causé sa chute ? Sa première erreur a été de vouloir garder trop de pouvoir. Quand Nicolas devint tsar, une grande partie de l'Europe se libéralisait, élargissait le droit de vote et devenait plus démocratique. Nicolas était absolument déterminé à ce que la Russie ne suive pas cette même voie, voulant que la Russie reste une monarchie absolue avec tout le pouvoir entre ses mains. Cela l'a éloigné du peuple, qui réclamait plus de droits et de représentation. L'un des principaux problèmes de la monarchie absolue était de maintenir l'extrême inégalité en Russie.
La majorité de la population était composée de paysans qui travaillaient en employés dans les champs jour et nuit. Ils recevaient des peu en échange de leur labeur, et c'était le seigneur du domaine qui récoltait les fruits. En réalité, ils menaient grâce à des vies à peine meilleures que l'esclavage. Pendant ce temps, les nobles menaient des vies d'extravagance et de luxe gratuit. Dans cet extrait incroyable, une femme issue de l'une de ces familles nobles parle de la vie ostentatoire qu'ils menaient en. Lors de grands dîners, nous pouvions accueillir 600 personnes grâce à l'immense jardin d'hiver ouvrant sur la salle à manger. Il y avait des palmiers et bien d'autres choses. Ici seulement, on m'a demandé ce qu'ils faisaient quand les palmiers touchaient le plafond. Ma sœur a dit « Tu ne savais pas ?» Ils soulevaient le toit, ils ne coupaient jamais les palmiers. Les élites ont été rencontrées totalement déconnectées de la réalité du peuple, et Nicolas n'y échappait pas. Pour ses prédécesseurs, même l'idée de se soucier de quelque chose appelé l'opinion publique aurait semblé absurde. Ce n'est qu'au début des années 1900 que l'idée que le gouvernement russe devrait améliorer la vie des gens ordinaires est apparue, mais peu a été fait. Par exemple, les usines russes imposaient des conditions terribles, obligeant les ouvriers à travailler jusqu'à 18 heures par jour dans une grande dangerosité. Les logements où les ouvriers dormaient étaient extrêmement surpeuplés, avec un grand nombre de personnes forcées de partager la même pièce. L'été, les insectes étaient aussi nombreux que des ouvriers préféraient dormir dehors. Certaines usines n'avaient même pas d'espace dédié pour dormir, les ouvriers devaient dormir à même le sol de l'usine. En 1886, le gouvernement tenta timidement d'améliorer les conditions en créant un ministère chargé d'inspecter les usines pour garantir des conditions humaines et légales. Cependant, la loi a rapidement été sapée par la corruption. La communauté des affaires a usé de ses relations gouvernementales pour écarter tout inspecteur qui leur déplaisait. En 1897, une nouvelle loi vise à renforcer les droits des travailleurs, mais reste inférieure aux normes européennes. La journée de travail restait de 11h30. Comme vous pouvez l'imaginer, les gens ordinaires étaient désespérés de voir un changement, mais ils n'avaient aucune représentation politique et, avec le temps, le ressentiment s'est accumulé. Si Nicolas avait accepté de partager le pouvoir avec un parlement représentant les Russes, de meilleures lois auraient sans doute été adoptées. La vie des gens ordinaires se serait peut-être améliorée et ils auraient eu moins de ressentiment. Faute de débouchés politiques, les gens ont fait grève pour porter leurs revendications. En décembre 1904, les ouvriers de l'usine Poutilov à Saint-Pétersbourg ont fait grève, bientôt rejoints par ceux de centaines d'autres usines. En quelques semaines, près de 150 000 ouvriers étaient en grève et la ville sans électricité. Puis en janvier, un prêtre a conduit un groupe d'ouvriers au palais d'hiver pour remettre une pétition au tsar. Les troupes du palais ont tiré sur la foule, tuant des centaines de personnes dans un massacre qui sera plus tard connu sous le nom de Dimanche sanglant. Ce fut le début de la Révolution de 1905. Ce qui s'ensuivit, ce furent des mois de grève et de manifestations qui allaient pointer les paralyser la Russie. Il est important de noter que Nicolas lui-même n'a pas ordonné le massacre, en fait il n'était même pas dans la ville à ce moment-là. Cependant, sa gestion des grèves et des manifestations mérite certaines critiques. La population en colère n'aurait vraiment pas été si difficile à apaiser. Leurs revendications étaient en réalité assez modestes. Les gens réclamaient l'éducation pour tous, la liberté d'expression et de religion, ainsi qu'une journée de travail de 8 heures. Si Nicolas avait répondu à la moitié des revendications, les troubles auraient sûrement cessé et il aurait été très populaire. Cependant, comme c'était typique de Nicolas, il était absolument déterminé à céder le moins possible. Le 2 mars, environ 2 mois après le début des troubles, il accepta bien la création d'un parlement, mais celui-ci n'aurait aucun réel pouvoir, seulement un rôle consultatif. Cela ne suffisait pas à apaiser les manifestants et, pendant les mois suivants, la Russie se trouvait dans un état de quasi-anarchie. L'État perdit le contrôle de régions alors que les paysans se révoltaient. Il y avait des grèves constantes qui paralysèrent le pays. C'était l'environnement idéal pour que les révolutionnaires développent leur réseau et gagnent en influence. En laissant faire, Nicolas jouait avec le feu et laissait sa nation au bord de l'effondrement. Ce n'est qu'en octobre, après 9 mois de chaos, qu'il a accepté plus de revendications publiques, un parlement et une constitution écrite. Cela a grandement contribué à réduire le chaos et a permis au gouvernement de commencer à reprendre le contrôle du pays. Les graves troubles de 1905 coïncidaient avec la guerre désastreuse de la Russie contre le Japon,
et Nicolas en porte une part de responsabilité. D'abord, il a contribué à ce que la guerre éclate en premier lieu. Pendant des décennies, la Russie et le Japon s'étendaient en Asie, provoquant des tensions. Les deux pays voulaient assaut contrôler la Corée et la Mandchourie, et la guerre était clairement à l'horizon. Fait intéressant, les Japonais voulaient en fait éviter la guerre. Ils souhaitaient un accord. La Russie prendrait la Mandchourie, le Japon la Corée. En 1900, un des principaux hommes d'État japonais a visité la capitale russe pour tenter de conclure un accord. Les Russes l'ont traité extrêmement mal, l'ignorant presque complètement, et après des mois d'humiliation, il est finalement parti. Les années suivantes, les envoyés japonais ont tenté en vain de rencontrer le tsar russe et d'obtenir un accord, mais furent tous méprisés. C'était parce que Nicolas considérait les Japonais comme inférieurs à lui, parce qu'ils étaient asiatiques et donc inférieurs. Après des années de tentatives diplomatiques, les Japonais ont abandonné et choisi la guerre. L'arrogance de Nicolas allait entraîner la Russie dans une guerre qui aurait facilement pu être évitée et qui s'avérerait être un véritable désastre pour la Russie. Tout a commencé quand le Japon a attaqué Port-Arthur par surprise en février 1904, puis a gagné plusieurs batailles clés dans les mois suivants. La guerre était extrêmement difficile à mener efficacement pour la Russie, car elle se déroulait si loin du cœur du pays. Après des mois de défaite, il devenait de plus en plus probable que la Russie perde la guerre, alors Nicolas a décidé de prendre une décision folle pour tenter de la sauver. La marine russe en Extrême-Orient étant faible, Nicolas envoya la puissante flotte de la Baltique faire le tour du monde pour combattre. La flotte devait contourner l'Afrique puis se diriger vers l'Asie. L'idée était toujours extrêmement risquée, et les hauts gradés de la marine y étaient opposés. La logistique serait très compliquée car les navires nécessiteraient un demi-million de tonnes de charbon. Cependant, la Russie ne disposait d'aucune base navale le long du trajet qui aurait pu l'aider à se réapprovisionner. Finalement, ils ont dû demander une faveur à l'Allemagne pour aider à approvisionner la flotte. Après avoir contourné l'Afrique, ils se sont arrêtés à Madagascar, colonie française. La France ne le voulait pas particulièrement, mais a finalement accepté. Après 7 mois en mer et une attention mondiale, la flotte de la Baltique est arrivée en mer du Japon. Nicolas espérait que la flotte de la Baltique pourrait changer le cours de la guerre et apporter la victoire. Au final, il ne pouvait pas avoir plus tort, et la marine japonaise a anéanti la flotte russe lors de la bataille de Tsushima. Cette défaite a rendu la Russie incapable de continuer la guerre, et l'a contrainte à signer un traité humiliant, reconnaissant la domination japonaise sur la Corée et la Mandchourie. Nicolas y porte largement la responsabilité de ce désastre. Par arrogance et refus de négocier avec les Japonais, il avait plongé la Russie dans la guerre. La Russie a ensuite perdu en partie à cause de sa mauvaise stratégie. Les années suivantes, la Russie a poursuivi difficilement avec sa nouvelle constitution et son parlement. Fidèle à lui-même, Nicolas a cherché à garder le plus de pouvoir possible et à s'opposer à toute libéralisation. Même si le Parlement était extrêmement populaire auprès du peuple, Nicolas a tout fait pour le saper et réduire son pouvoir. Le premier Parlement a ouvert en avril 1906 et il a immédiatement commencé à proposer des réformes qui libéraliseraient le pays. Il voulait surtout redistribuer les terres, les prendre aux riches pour les donner aux pauvres. Nicolas craignait les réformes et a dissous le Parlement après seulement 73 jours. Furieux des actions de Nicolas, le chef du principal parti a appelé à la désobéissance civile, demandant au peuple de ne pas payer d'impôts ni d'accepter la conscription. Nicolas l'a fait arrêter, lui et ses collègues députés. Un nouveau parlement s'est réuni en février de l'année suivante, et il était en fait encore plus radical que le premier. Le premier ministre de Nicolas a accusé des membres de préparer un soulèvement armé et a exigé leur exclusion du Parlement. Les députés ont refusé et donc, après seulement 103 jours, Nicolas a dissous le deuxième Parlement. Il aurait été facile d'abandonner l'idée d'avoir un Parlement, mais Nicolas ne le voulait pas vraiment. Au lieu de cela, il a décidé de changer les règles de vote avant qu'un nouveau Parlement ne soit élu. Dès lors, les propriétaires et riches seront davantage représentés, les paysans moins. Le troisième Parlement, réuni en novembre 1907, était bien plus conservateur que le précédent en raison des nouvelles règles électorales. Ce Parlement a effectivement duré tout le mandat de 5 ans et Nicolas a réussi à obtenir un certain degré de coopération avec lui. La relation de Nicolas avec le Parlement illustre son refus de partager le pouvoir ou de se libéraliser.
S'il avait partagé davantage le pouvoir, il aurait été bien moins détesté. Avec la Douma, il aurait peut-être pu adopter de meilleures lois qui auraient réellement amélioré l'économie et la vie de son peuple. Nikolaï a aussi commis l'erreur de ne pas préparer la Russie à la guerre, si bien qu'en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, le pays manquait d'équipement. La situation était si grave que certains hommes manquèrent de fusils et de munitions. La principale raison à cela était que le complexe militaro-industriel de la Russie n'était pas aussi développé que celui d'autres nations comme la Grande-Bretagne ou la France. Les autres nations européennes avaient des industries bien plus avancées, capables de produire massivement des produits militaires. L'hostilité du gouvernement russe envers le secteur privé faisait reposer la préparation à la guerre sur les usines d'État, plutôt que privées. Tout cela signifiait que lorsque la guerre a éclaté en 1914, l'armée russe ne pouvait pas obtenir autant d'équipements qu'elle en avait besoin. Nikolaï commis une grave erreur en choisissant Vladimir Soukhamlinov comme ministre de la guerre. Soukhamlinov n'a pas su adapter la Russie à la guerre, affirmant fièrement n'avoir pas lu de manuel militaire depuis 25 ans. Soukhamlinov était incroyablement incompétent, décrit par un responsable britannique comme léger et par ses ennemis comme un bouffon dont l'influence sur l'empereur tenait à ses excellentes histoires. Soukhamlinov restait en poste grâce à l'estime du tsar, malgré son incompétence notoire. C'est l'exemple parfait de Nicolas qui gérait très mal sa cour et choisissait de mauvais conseillers pour l'entourer. Bien que Nicolas ait mal gouverné la Russie, ce sont surtout ses erreurs en politique étrangère qui ont causé la fin de son règne. La crise bosniaque de 1908 illustre bien son manque de talent en géopolitique. Au début des années 1900, les Balkans formaient un équilibre très fragile entre l'Autriche et la Russie. Des siècles plus tôt, la région était sous contrôle ottoman, mais l'empire s'affaiblit progressivement et de nombreuses terres devinrent indépendantes. Par exemple, la Grèce a obtenu son indépendance en 1829, la Roumanie a obtenu son indépendance en 1878. Cependant, à mesure que ces colonies se libéraient des Ottomans, la Russie et l'Autriche ont immédiatement commencé à rivaliser pour gagner de l'influence sur elles. Une guerre menaçait constamment entre les deux puissances si l'une cherchait trop à s'étendre dans la région. En 1878, un accord a été trouvé qui a globalement satisfait les deux parties. L'un des éléments clés de l'accord était que la Bosnie faisait officiellement partie de l'Empire ottoman, mais qu'elle serait gouvernée par l'Autriche. Mais l'Autriche n'en était pas satisfaite. Elle ne voulait pas seulement gouverner la Bosnie, mais qu'elle intègre officiellement l'Empire austro-hongrois. En 1908, l'Autriche a décidé d'annexer la Bosnie, mais elle a d'abord approché la Russie pour essayer de trouver un moyen d'obtenir la bénédiction de la Russie pour l'annexion. La gestion de la situation par Nicolas a été extrêmement incompétente et montre à quel point il était un mauvais stratège et diplomate. Il a accepté l'annexion de la Bosnie par l'Autriche, exigeant en retour son soutien à la revendication russe sur les Dardanelles. La Russie a toujours voulu contrôler les Dardanelles pour permettre à sa flotte de la mer Noire d'accéder à la Méditerranée. L'accord conclu, en octobre 1908, l'Autriche annexe la Bosnie. Mais il devint vite clair que Nicolas avait fait une grave erreur en signant cet accord. Tout d'abord, cela a mis en péril l'alliance de la Russie avec la Serbie. La Serbie s'opposait fermement à l'annexion de la Bosnie par l'Autriche, alors quand la Russie l'a soutenue, elle s'est sentie trahie. Le feu vert des Russes a réduit la confiance des Serbes envers la Russie. Cela signifiait que, pour maintenir l'alliance avec la Serbie, la Russie devait s'y engager beaucoup plus fermement, avec des démonstrations de soutien plus évidentes. Le problème avec cela, c'est que cela a éloigné un autre allié de la Russie dans la région, la Bulgarie. Les relations entre la Bulgarie et la Serbie étaient déjà très mauvaises, et le soutien accru de la Russie à la Serbie a encore détérioré ses liens avec la Bulgarie. Globalement, le soutien à l'annexion autrichienne avait détérioré les relations de la Russie avec deux alliés majeurs de la région. On pourrait espérer que la Russie obtiendrait quelque chose de vraiment précieux en échange de cette perte, mais au final, la Russie n'a absolument rien obtenu de cet accord. Le plan de Nikolaï pour obtenir les Dardanelles grâce à l'accord a échoué car il a mal jugé la situation. L'Autriche a soutenu la revendication russe sur les Dardanelles, mais ce soutien était inutile. L'Autriche ne pouvait autoriser la Russie à prendre les détroits, et les autres grandes puissances européennes s'y opposaient aussi.
Le fait que l'Autriche soutenait désormais la revendication de la Russie sur le détroit n'avait aucune signification. Nicolas avait détérioré les relations de la Russie avec 2 alliés balkaniques, sans rien obtenir en retour. En réalité, Nicolas aurait simplement dû refuser à l'Autriche l'autorisation de procéder à l'annexion. Je pense qu'il est peu probable que l'Autriche aurait osé le faire sans la permission de la Russie. Si l'Autriche avait agi sans l'accord de la Russie, Nicolas aurait dû solliciter les autres puissances européennes, surtout l'Allemagne, pour condamner l'annexion. Les autres puissances n'étaient pas favorables à ce que l'Autriche prenne la Bosnie. En réalité, l'Allemagne n'a accepté que parce que la Russie avait consenti. Si la Russie avait condamné l'annexion et avait appelé les autres grandes puissances à faire de même, l'Autriche aurait eu très mauvaise image et cela aurait pu affaiblir sa relation avec son allié, l'Allemagne. Dans l'ensemble, Nicolas a très mal joué ses cartes. Le manque de talent de Nicolas en géopolitique s'est encore révélé lors des guerres balkaniques. Les guerres balkaniques avaient été extrêmement compliquées, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais essentiellement, lors de la première guerre balkanique, 4 des anciennes colonies ottomanes ont formé une alliance contre l'Empire ottoman pour l'enchasser complètement de la région. Nicolas a joué un rôle clé dans la formation de cette alliance parce qu'il pensait que cela lui donnerait de l'influence sur ces pays. Au départ, le plan paraissait réussi. L'alliance balkanique, Bulgarie, Grèce, Serbie, Monténégro, a vaincu les Ottomans et les a chassés de la région. Mais le plan de Nicolas s'est retourné contre lui l'année suivante. Après avoir aidé ces nations à vaincre les Ottomans, Nicolas pensait les influencer, mais elles se sont révélées incontrôlables. La Bulgarie, cherchant à élargir ses frontières, attaqua la Serbie, déclenchant la Seconde Guerre balkanique. La Bulgarie étant l'agresseur, Nicolas dut soutenir la Serbie, ce qui a irrémédiablement détérioré les relations bulgaro-russes. La Russie n'avait plus que la Serbie comme alliée dans les Balkans. Encore une fois, Nicolas s'était essayé à la géopolitique et s'était brûlé les doigts. Selon moi, la plus grande erreur de Nicolas a été d'impliquer la Russie dans la Première Guerre mondiale. Pour être clair, la Russie n'était pas seule responsable du déclenchement de la guerre. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo entièrement consacrée à la question de savoir qui était responsable et à ce que chaque pays a apporté à cette guerre totalement évitable. J'en suis venu à conclure que la Serbie et l'Autriche sont largement responsables du déclenchement du conflit, tandis que l'Allemagne et la Russie le sont pour l'avoir étendu à une guerre européenne. Pour ceux qui ignorent l'histoire, un nationaliste serbe a tué l'héritier de l'Empire austro-hongrois. L'Autriche, indignée par l'assassinat de son héritier, ignorait comment réagir. Devaient-ils entrer en guerre contre la Serbie? Sinon, que devaient-ils faire? L'Allemagne, alliée de l'Autriche, lui promit un soutien inconditionnel. La Russie, alliée à la Serbie, promit de la défendre en cas de guerre avec l'Autriche. L'Autriche envoya finalement un ultimatum à la Serbie. La Serbie devait accepter des exigences humiliantes ou être envahie par l'Autriche. Le 23 juillet, près de 4 semaines après l'assassinat, l'ultimatum fut envoyé. Les Serbes acceptaient partiellement l'ultimatum, et 5 jours après, l'Autriche déclara la guerre. Le lendemain, elle bombarda la capitale serbe. Simultanément, la Russie, redoutant une attaque autrichienne et allemande, prépara son armée. Ce processus de mobilisation était très provocateur pour l'Allemagne. Redoutant une attaque russe, l'Allemagne lança un ultimatum exigeant l'arrêt de la mobilisation russe. La Russie refusa, l'Allemagne déclara la guerre. La guerre entre la Russie et l'Allemagne entraîna aussi la France dans le conflit. Alliée à la Russie, la France dut aussi déclarer la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne, menacée des 2 côtés, attaqua la France pour obtenir une victoire rapide et ensuite se tourner vers la Russie. L'invasion de la France via la Belgique a déclenché la réaction britannique. Après que les troupes allemandes aient avancé en Belgique, la Grande-Bretagne déclara la guerre. La Première Guerre mondiale commença ainsi. Maintenant, il y a de nombreuses choses que la Russie a faites pour contribuer à cette escalade, et Nicolas, étant l'homme au sommet, porte finalement au moins une part de responsabilité. Dans l'immédiat après l'assassinat, la Russie a fait diverses choses pour enflammer la situation. Tout d'abord, elle a apporté son soutien total à la Serbie et n'a montré aucune sympathie envers l'Autriche. Elle a tendance à affirmer que la Serbie n'était pas impliquée dans l'assassinat, bien qu'elle sache que ce n'était pas vrai. C'était à un moment où l'Autriche avait déjà présenté des preuves montrant que la Serbie était impliquée. Les Russes accusaient surtout les Autrichiens de fabriquer des preuves.
Ils insinuaient des camps que l'Autriche profitait des assassinats, comme prétexte pour attaquer la Serbie parce qu'elle voulait l'annexer. Essentiellement, selon la Russie, l'Autriche n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit en réponse à l'assassinat. Les Russes n'ont même pas accepté les exigences autrichiennes pour une enquête en Serbie. L'ambassadeur autrichien a seulement mentionné que l'Autriche pourrait demander à la Serbie de contribuer à une enquête. Le ministre russe des Affaires étrangères l'a averti que cela donnerait une très mauvaise image en Russie. Selon ses mots, l'Autriche devrait abandonner cette idée de peur de s'engager sur une voie dangereuse. Le soutien de la Russie à la Serbie était très imprudent et provocateur. Le ministre des Affaires étrangères russe a en fait déclaré que la Russie ne resterait pas inactive si la dignité et l'intégrité du peuple serbe, frère de sang, étaient menacées. Le soutien russe à la Serbie était d'autant plus scandaleux que la Russie savait que la Serbie était impliquée dans l'assassinat. Ces affirmations contraires n'étaient que pure tromperie. Un autre facteur ayant attisé les flammes fut un article publié le 13 juin. Son titre disait « Nous sommes prêts, la France doit l'être aussi ». Il a été largement réimprimé dans la presse française et allemande. L'article décrivait une puissante machine de guerre russe, prête à frapper l'Allemagne. L'armée russe atteindrait bientôt 2,3 millions d'hommes, soit plus que l'Allemagne et l'Autriche réunies. Aussi, le réseau ferroviaire réduisait fortement les temps de mobilisation. Comme vous l'imaginez, les Allemands étaient très inquiets. Cependant, la principale action de la Russie ayant aggravé la situation fut la mobilisation de son armée. Ceci est d'une importance capitale. Aujourd'hui, il semble évident que préparer son armée est raisonnable. Avoir l'armée prête ne signifie pas nécessairement qu'un pays va attaquer. Cependant, avec la mentalité militaire de l'époque, la mobilisation était très provocatrice. On pensait alors que la nation amenant son armée la première sur le champ de bataille gagnerait. Pendant la guerre franco-prussienne, la Prusse a surtout vaincu la France en déployant son armée plus rapidement. Cela signifiait que lorsque la Russie se mobilisait, il était extrêmement difficile pour l'Allemagne de ne pas se mobiliser, par crainte que la Russie frappe la première et remporte une victoire décisive. La théorie des jeux créait des incitations rendant la guerre plus difficile à éviter. La Russie a été la première nation à procéder à une mobilisation générale. Même l'Autriche-Hongrie n'était alors qu'en mobilisation partielle contre la Serbie. Le gouvernement allemand n'avait même pas encore déclaré l'état de danger de guerre, un niveau en dessous de la mobilisation. Étant donné que Nicolas était le monarque absolu de la Russie, il était indirectement responsable de tout ce que la Russie a fait pour provoquer la Première Guerre mondiale. Il a également été directement impliqué dans certaines des escalades. Par exemple, il a encouragé les Serbes à être plus belliqueux, leur disant de, je cite, « se battre comme des lions ». C'était aussi sa décision de mobiliser. L'idée de la mobilisation ne venait pas de Nicolas, mais bien sûr, il devait approuver l'ordre. Cette décision représentait une telle escalade que l'empereur allemand a même envoyé un télégramme à Nicolas, le suppliant de ne pas mobiliser. Nicolas a effectivement pris en compte la demande, mais finalement, il a poursuivi la mobilisation. 2 jours après, les Allemands ont lancé un ultimatum aux Russes. S'ils ne se démobilisaient pas, l'Allemagne déclarerait la guerre. C'était la dernière tentative des Allemands pour préserver la paix. Nicolas avait une ultime chance d'empêcher la guerre qui menaçait son régime. Une fois de plus, Nicolas envisagea de reculer, mais il décida finalement d'aller de l'avant avec la mobilisation, sachant que cela signifierait la guerre avec l'Allemagne. À mon avis, que Nicolas contribue au déclenchement d'une guerre européenne de cette ampleur était absolument insensé. Ce n'est pas seulement du point de vue de tous ceux d'entre nous qui auraient souhaité que la guerre n'ait jamais eu lieu, même de son propre point de vue, c'était une folie totale. Il aurait dû réaliser la faiblesse de son régime et de l'armée russe, et voir la guerre comme une menace sérieuse. Il faut rappeler que la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914 seulement, 9 ans après la défaite contre le Japon et la Première Révolution. Ces 2 événements auraient dû montrer à Nicolas qu'il fallait éviter la guerre à tout prix. La défaite face au Japon aurait dû révéler à Nicolas la faiblesse de l'armée russe. Elle avait été écrasée par une nation qui n'avait rien du prestige militaire de l'Allemagne. La révolution de 1905 aurait dû révéler à Nicolas la faiblesse politique de son régime. La Russie avait été affaiblie par des grèves, protestations et soulèvements. Elle avait frôlé l'anarchie. Nicolas avait perdu le contrôle et dû renoncer à son pouvoir absolu. Dans les années qui ont suivi, la Russie avait presque été en état de guerre civile.
le contrôle du gouvernement sur le pays avait été très précaire. Tout cela pour dire qu'en 1914, lorsque la guerre avec l'Allemagne se profilait à l'horizon, il aurait suffi d'un minimum de bon sens pour que Nicolas comprenne que c'était une menace énorme pour lui et qu'il devait absolument tout faire pour l'éviter. Fait intéressant, le Parlement était en réalité opposé à l'entrée en guerre, voyant en cela la catastrophe que cela risquait d'être. Ils ont conseillé à Nicolas de rester en dehors de la guerre, mais comme toujours, il les a ignorés. Bien que s'impliquer dans la guerre ait été la plus grande erreur que Nicolas ait commise, la raison pour laquelle cela a été une décision aussi désastreuse est due à la piètre performance de l'armée russe pendant la guerre. En fait, j'ai même réalisé toute une vidéo consacrée à la faiblesse de l'armée russe. Encore une fois, Nicolas, en tant que chef, a une certaine responsabilité. La Russie a eu de mauvais résultats, car Nicolas n'avait pas préparé le pays à la guerre. Comme déjà dit, il a nommé l'incompétent Vladimir Sokomlinov ministre de la guerre. Même après le début de la guerre et l'évidence de l'incompétence de Vladimir Sokomlinov, Nicolas a mis du temps à le remplacer. Ce n'est qu'en 1915, un an après le début de la guerre, que Nicolas a trouvé un nouveau ministre. Vladimir Sokomlinov a ensuite été jugé pour trahison à cause de la façon dont il avait entravé l'effort de guerre russe. Une autre erreur de Nicolas durant la guerre fut de se nommer commandant suprême de l'armée. De nombreux problèmes découlèrent de la décision de Nicolas, notamment son absence d'expérience militaire. Malgré l'opposition quasi unanime du cabinet, Nicolas l'a fait quand même. Nicolas l'a probablement fait car il préférait être au front avec les militaires, où il était plus respecté qu'à la capitale par le gouvernement civil. Le principal problème avec la nomination de Nicolas comme commandant suprême était qu'il ne pouvait éviter d'être tenu responsable en cas d'échec de la guerre. Quand il n'était pas officiellement responsable, toutes les pertes russes étaient attribuées à l'armée, ce qui permettait de dire que Nicolas n'était pas en faute. Nicolas étant commandant suprême, toute la colère se tournait vers lui. Un autre problème était que cela laissait un vide de pouvoir dans la capitale, avec la femme de Nicolas chargée de gouverner le pays. C'était un problème parce qu'elle était extrêmement impopulaire. Elle était d'origine allemande, donc beaucoup de gens pensaient qu'elle voulait en réalité que l'Allemagne gagne la guerre et qu'elle travaillait à saper les efforts de guerre russes. C'était faux, mais beaucoup y croyaient. Elle était également impopulaire à cause de son conseiller, le célèbre mystique et guérisseur, Raspoutine. Raspoutine avait une très mauvaise réputation. Beaucoup le considéraient comme un violeur en série. Inutile de dire que beaucoup de gens détestaient tant le fait qu'il soit aussi proche du pouvoir. Certains pensaient qu'il avait ensorcelé la tsarine. Certains pensaient encore une liaison, ce qui nuisit à la popularité de la famille royale. En plus d'être impopulaire, la tsarine a également pris de très mauvaises décisions. Renvoyer le seul ministre de la guerre compétent de la Russie, Alexeï Polivinov, fut l'une des pires décisions. J'ai déjà évoqué l'incompétent ministre de la guerre, Sokomlinov. Eh bien, lorsqu'il a été renvoyé, il a été remplacé par Polivinov, qui a commencé à redresser la situation. Polivinov était bien plus compétent et professionnel que son prédécesseur. Il savait communiquer avec militaires et responsables politiques, permettant une coordination inédite. Il a aussi très bien résolu les problèmes de logistique et de formation. Malheureusement, Polivanov allait être renvoyé pour les raisons les plus futiles. C'était en partie parce qu'il avait critiqué Raspoutine, disant qu'il était inapproprié qu'une figure aussi louche ait autant de pouvoir. Il avait également conseillé à Nicolas de ne pas se nommer commandant suprême de l'armée, jugeant cela catastrophique. Il est ainsi tombé en disgrâce auprès de la tsarine qu'il a renvoyé en mars 1916. Cette décision insensée a fait perdre à la Russie son meilleur ministre de la guerre durant le conflit. La dernière chose dont j'aimerais parler, ce sont les erreurs de Nicolas pendant la révolution de mars 1917, la révolution qui mettrait finalement fin à son règne et à sa dynastie. Après 2 ans et demi de guerre, l'État russe ne pouvait tout simplement pas supporter la Première Guerre mondiale. Au début de l'année 1917, la population russe en avait assez des difficultés de la guerre, qui provoquaient des pénuries chroniques, surtout de pain. En mars, les ouvriers se sont mis en grève, et la situation est sans vite devenue incontrôlable. Très vite, le gouvernement avait perdu le contrôle de la capitale. Encore ici, nous voyons l'incompétence et la folie de Nicolas. Sa première erreur a été de ne pas prendre la menace assez au sérieux. De nombreux incidents similaires s'étant avérés insignifiants, Nicolas supposa que ce n'était rien de plus. Même quand le président du Parlement le suppliait de revenir en capitale, Nicolas l'a ignoré. Nicolas a dissous le Parlement,
bien qu'il n'ait pas été présent pour contrôler les événements. La dissolution du Parlement a créé un vide de pouvoir dans la capitale, qu'il n'a pas comblé. Nicolas a aussi commis l'erreur de ne pas stationner ses troupes les plus loyales sur place. Lors des précédents soulèvements, les Cosaques loyaux réprimaient durement les troubles, mais cette fois, ils ont désobéi. Vu la précarité de la Russie à l'époque, Nicolas aurait dû comprendre qu'il lui fallait les soldats les plus loyaux pour protéger la capitale. La garnison l'a finalement trahi. La dernière erreur de Nicolas fut d'abdiquer pour son frère sans le consulter. Si Nicolas avait su que son frère refuserait le trône, alors peut-être aurait-il pu convaincre ses généraux de le laisser rester au pouvoir. Son fils aurait pu prendre le trône avec un régent agissant en son nom. On peut penser que cela n'aurait pas changé l'issue, mais je crois qu'on ne peut pas en être si certain. La présence d'un membre de la famille royale comme chef d'État aurait peut-être atténué le chaos et réduit les divisions dans les mois suivants. Cela aurait peut-être aidé les modérés à repousser la menace de l'extrême gauche qui a finalement pris le pouvoir. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qui s'est passé. La Russie s'est retrouvée sans monarque et est donc devenue assez brusquement une république. Nicolas a vécu un an après son abdication. Il était essentiellement un homme brisé, sans pouvoir et même sans la possibilité de fuir la Russie. Finalement, lui et sa famille ont été exécutés en juillet 1918. Dans l'ensemble, je pense qu'il ne fait aucun doute que Nicolas était un dirigeant incroyablement inepte et incompétent, et sa chute fut en grande partie de son propre fait. Il a fait de nombreuses erreurs évitables qui l'ont fait perdre le contrôle de son pays. Sa détermination à conserver le pouvoir absolu était mal jugée, surtout lorsque tant de choses dans lesquelles il était impliqué ont si mal tourné. Il aurait dû admettre qu'il ignorait certaines réponses et avait besoin de personnes plus compétentes pour décider. Selon moi, sa plus grande erreur a été de s'impliquer dans la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale qui a déchiré l'armée russe et, finalement, le gouvernement. Il aurait dû être capable de sentir que cela représenterait une grave menace et il aurait dû l'éviter, ce qu'il aurait pu faire très facilement. Quand les Allemands lui ont imposé un ultimatum pour que la Russie ne mobilise pas son armée, il lui suffisait de l'accepter. Comparer le destin de Nicolas à celui de Louis XVI, autre monarque renversé par la Révolution, me semble intéressant. Louis VI était roi de France avant la Révolution française, et à mon avis, il mérite une grande part de responsabilité dans sa chute. Comme Nicolas, il a aussi pris de nombreuses mauvaises décisions durant son règne. Cela dit, je pense que Nicolas II était encore plus blâmable que Louis. Louis a hérité d'un pays en crise financière. Il devait naviguer dans une situation très difficile. Nicolas, lui, n'a pas hérité d'une nation en crise. La Russie était même plutôt stable. Louis devait trouver un moyen de restructurer totalement les finances de la nation face à une opposition farouche de la noblesse et du clergé. Nicolas devait simplement éviter les vagues et laisser la Russie se libéraliser progressivement, comme la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Ah, et ne participe pas à la Première Guerre mondiale.